Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. 3 élections régionales en moins d'un mois, l'extrême droite au plus haut, une déclaration de candidature à la chancellerie et des débats enflammés. La rentrée politique allemande est encore plus chargée et plus agitée que prévu. À 1 an des prochaines élections générales, on sent comme une effervescence. L'hypothèse de législatives anticipées revient même sur la table. Et c'est vrai qu'Olaf Scholz est impopulaire, que les partis de sa coalition ont enregistré de très mauvais scores en Saxe et en Thuringe, mais de là à laisser la majorité imploser, vraiment ? Est-ce que le vote dans le Brandebourg sera le détonateur ? Face à l'émotion, attention à ne pas faire de politique fiction. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un K, le podcast qui depuis 3 ans déjà vous parle de politique avec un K, la politique allemande mais aussi la politique européenne vue d'Allemagne, tout ça en français parce que, inutile de se voiler la face, malgré tous les beaux discours sur le franco-allemand, nous sommes quand même bien loin de nous connaître parfaitement entre français et allemand. Et pourtant, bien souvent, il y a des parallèles à faire, des enseignements à tirer, des choses à apprendre mutuellement. Et depuis 3 ans, pour tout cela, vous pouvez compter sur l'analyse des experts de l'Institut franco-allemand. Vous connaissez leur voix et aujourd'hui, d'ailleurs, je retrouve l'un de nos grands habitués, le directeur adjoint de l'UDFI. Salut Stéphane Seidendorf. Bonjour Hélène. Alors Stéphane, nous avons laissé nos auditrices, nos auditeurs juste avant le double scrutin du 1er septembre dans le Land de Saxe et dans celui de Thuringe. On attendait un score historique pour l'extrême droite et c'est effectivement ce qui s'est passé avec respectivement 30,6% des voix et 32,8% des voix pour l'AfD dans ces 2 régions. Alors, je l'ai dit dans mon introduction, on savait que la rentrée allemande allait être très agitée, mais on n'attendait sans doute pas autant d'émotions, ce qui rend d'ailleurs peut-être tous ces débats un peu irrationnels, on va le voir. En tout cas, l'AfD en tête en Thuringe, quand même, c'est une césure, qu'on le veuille ou non. Et au moins pendant les 24-48 heures qui ont suivi l'annonce des résultats, on a senti, en tout cas ici à Berlin, que la politique allemande était vraiment ébranlée par cette situation. Est-ce que tu partages cette impression, Stéphane ? Oui, tout à fait. Des émotions, quand ils s'expriment aux urnes, ça devient des réalités. C'est le cas en Thuringe, c'est le cas en Saxe, où maintenant, avec ce résultat, on ne sait pas très bien quoi faire. Il semble très improbable d'avoir une coalition entre la droite, la CDU, avec l'extrême gauche des PSV. Tout reste ouvert, il y a des pourparlers qui se font, mais on entend très peu comment les protagonistes s'imaginent réaliser tout ça. Oui, parce qu'en plus du score historique de l'AfD, ces 2 scrutins ont été aussi, comme on l'avait d'ailleurs annoncé dans l'épisode précédent, toi et moi, la concrétisation des débuts absolument fulgurants de ce nouveau parti à l'extrême gauche, le Bündnis Sarah Wagenknecht, et donc qui est en position de faiseur de coalition là, dans ces 2 régions, sauf que là, 3 semaines après le vote, on n'a toujours pas de majorité en vue, il y a des tractations, mais rien de vraiment concret qui en sort. On s'agite, mais ça reste quand même très opaque. Voilà, et par contre, là où ça bouge, c'est au niveau national, où on voit un débat qui se focalise sur cette question de réfugiés, qui semble avoir été le sujet qui a concerné le plus des électeurs en Thuringe et en Saxe, et on voit défiler toutes sortes de propositions, l'une plus improbable que l'autre, et notamment les partis en responsabilité au gouvernement, ils sont prêts à avaler énormément de choses pour se montrer décidés, se montrer fermes sur cette question de l'immigration des réfugiés. Effectivement, alors juste après le double vote en Saxe et en Thuringe, en réponse aussi à l'attentat au couteau à Solingen, on a eu l'annonce d'un paquet de nouvelles réglementations sur les conditions d'asile, ainsi qu'un durcissement sur la loi sur les armes blanches. On a eu aussi des opérations spectaculaires de reconduite aux frontières, des expulsions même vers l'Afghanistan, on n'avait pas eu ça depuis 3 ans. En parallèle, le gouvernement ficelle des partenariats migratoires avec des pays comme l'Inde, la Colombie ou encore le Kenya. Tout ça en l'espace de quelques jours jusqu'à le retour des contrôles aux frontières mis en place depuis ce lundi. Alors en réalité, ici à l'Est, avec la frontière avec la Pologne, ça n'a pas changé grand-chose puisque ces contrôles aléatoires existent déjà depuis des mois. Qu'est-ce que ça donne dans l'Ouest, Stéphane ? Est-ce qu'on filtre les passages depuis la France ou bien est-ce que tout ceci, ça n'est que de l'affichage politique avant le vote du Brandebourg ? Alors, je peux te rassurer, je suis arrivé de Strasbourg ce matin, il n'y avait pas de contrôle dans le ICE TGV, et alors que la semaine dernière, j'avais été contrôlé alors que ces messieurs ne devaient pas encore entrer en place. Donc, ça continue à être comme ça, on ne sait pas très bien, on ne sait pas pourquoi on est contrôlé d'ailleurs. Tout ça sous l'emprise d'une réalité, l'Allemagne, elle a besoin d'immigration.
nous sommes dans une situation démographique où il faut de l'immigration et l'Allemagne a beaucoup du mal en tant que société, au niveau politique, d'assumer cette réalité. On a fait différents éléments qui règlent donc, la venue des réfugiés, l'asile et tout ça. On a eu une législation sur les Fachkräfte, c'est-à-dire les travailleurs qualifiés, mais pour l'instant, aucun homme politique a trouvé le courage de dire on a une politique d'immigration qui vise justement à organiser l'immigration vers l'Allemagne. Et mettre des contrôles aux frontières, ça ne permet pas de pallier cette situation, évidemment. J'ai dit que c'était de l'affichage. En fait, c'est peut-être même pire que ça. C'est peut-être juste une diversion pour cacher l'absence de politique. Un écran de fumée. Peut-être un message qui va vers deux directions. D'un côté, vers les électeurs, les électrices, évidemment, en Allemagne de l'Est, où il y a très peu de réfugiés, il faut le dire, mais évidemment aussi dans des régions très rurales avec une population très peu dense. C'est encore plus difficile d'accueillir, d'organiser l'accueil de réfugiés qui viennent parfois de très loin, traumatisés et tout ça. En tout cas, on donne le signal, on vous a entendu, on s'occupe, on va remettre les contrôles aux frontières, on va redevenir maître chez nous. C'est un peu ça le message qui est attaché à cette action. Et de l'autre côté, c'est un message évidemment qui s'adresse aux voisins de l'Allemagne, donc au niveau européen, qu'on n'accepte plus cette manière de réaliser le codex de Schengen, qui en principe stipule que c'est là où on touche le sol européen, on est amené à déposer sa demande d'asile et donc en théorie c'est très difficile de le faire en Allemagne puisque l'Allemagne est entourée de pays européens. Dans la réalité, on a accepté énormément de réfugiés qui arrivaient soit par l'Italie, soit par l'Autriche, soit par les Balkans et qui auraient dû déposer leur demande d'asile dans ces pays avant d'arriver en Allemagne. Oui, c'est le fameux tournant pris sous Angela Merkel en 2015. Elle n'a pas ouvert les frontières, comme on l'entend souvent, elles étaient déjà ouvertes. En fait, ce qu'a fait la chancelière, c'est fermer les yeux sur des dossiers de demande d'asile qui n'auraient jamais dû être déposés en premier lieu en Allemagne. Il y a même des rapports crédibles, plausibles, qu'on avait des accords, notamment avec l'Italie, évidemment pas écrits, combien l'Italie pouvait faire envoyer des réfugiés arrivés en Italie vers l'Allemagne. Tout ça, le gouvernement a envie de dire maintenant c'est fini, on va changer de modèle, sauf qu'au niveau européen, on n'entend pas encore comment l'Allemagne imagine régler cette affaire au niveau européen. Oui, on s'agite sur la scène politique intérieure, mais quand il s'agit d'initier un débat constructif avec les partenaires, Berlin est encore une fois aux abonnés absents. Si l'Allemagne n'est pas satisfaite du système, alors pourquoi elle ne fait pas des propositions, c'est ce qu'on pourrait se demander maintenant. Sauf que toi et moi, et puis nos auditeurs, nos auditrices, personne n'est dupe. On commence à bien connaître le chancelier Scholz. C'est clair que prendre l'initiative, faire preuve de leadership, c'est pas trop son fort. En tout cas, la priorité, l'urgence, c'était d'agir au niveau national, de rassurer les Allemands qu'on fait de la politique nationale en quelque sorte, même si c'est plus de la politique émotion que de la politique réelle. Mais comme dit, une fois que les émotions sont exprimées aux urnes, elles deviennent une réalité. Il faut faire face à ça avant de pouvoir agir au niveau européen. Et devant tout cela, on peut se poser la question si cette coalition, ce gouvernement a encore la force de insuffler une initiative au niveau européen ou si elle essaye juste de gérer, de maintenir, de rester au pouvoir au niveau national. Et voilà que nous sommes face à un nouveau scrutin. Dimanche, c'est au tour du Brandebourg de passer aux urnes, un land frontalier. Ce n'est pas anodin de le rappeler dans le contexte actuel. Et surtout, un important land agricole. Or, il y a 3 semaines, en Saxe et en Thuringe, la moitié des voix des électeurs est allée à l'AfD. Un vote de colère contre le gouvernement, sans surprise, après l'hiver de protestation qu'on a connu. On a eu des semaines de blocage et des convois de tracteurs jusque dans le centre de Berlin, souvenez-vous. Heiko Ternau faisait partie des manifestants. Il est le vice-président de la Fédération agricole du Brandebourg. David Philippot est allé le rencontrer sur son exploitation, dans le sud du Brandebourg, pour essayer de comprendre la colère dans cet est rural. Heiko Ternau arrache des mauvaises herbes dans un champ au milieu de son exploitation. Trop d'eau au printemps, presque pas cet été. La moisson des céréales n'a pas été bonne. Je cultive du blé, de l'orge, du seigle, du colza et des pois. Et nous n'avons pas du tout été satisfaits de la récolte, de 10 à 20% de moins qu'une année normale. Et en plus, les prix sont mauvais.
Dans cette exploitation, faute de main-d'œuvre, le chauffeur du tracteur est un retraité de 70 ans et dans l'étable, des robots qui ressemblent à des balayeuses de rue passent dans les allées pour nourrir les 400 vaches. C'est une machine complètement autonome qui fonctionne à l'énergie solaire avec recharge par le toit. Elle roule seule jusqu'au hangar d'alimentation pour aller chercher les différents ingrédients selon la ration que nous lui indiquons. Et puis elle se rend à l'étable pour les servir aux vaches. C'est un robot qui travaille de 3h du matin à 11h du soir. Il ne tombe pas malade, il ne prend pas de vacances, c'est mon meilleur employé. Cette machine remplace le travail de 3 employés. Heiko Terno dirige cette ancienne ferme collective depuis 25 ans. Il investit pour réduire les coûts de main-d'œuvre et d'énergie. Derrière l'étable, il y a la cuve verte d'un méthaniseur. Et derrière encore, des champs pour implanter des éoliennes et des panneaux solaires l'an prochain. Il développe les énergies renouvelables, mais rejette les écologistes que ce syndicaliste agricole accuse d'incompétence et de surcharge bureaucratique à Berlin comme à Bruxelles. Nous pouvons supporter la météo, nous pouvons supporter les mauvais prix, mais ce que nous ne supportons pas, c'est le harcèlement politique, avec tous les règlements sur les substances, le bilan énergie, l'ordonnance sur les engrais. Et maintenant, on nous demande de couvrir les cuves à lisier. Ce sont des mesures qui nous coûtent beaucoup d'argent, mais qui n'ont aucun impact sur l'environnement. En France, un règlement comme ça, ils vont juste le lire. En Hollande, ils vont l'appliquer, mais en Allemagne, ils vont nous en rajouter une couche. Une colère contre le gouvernement qui nourrit, selon lui, le vote AfD dans les campagnes. C'est un problème est-allemand. Là où il y a des régions économiquement faibles, où il y a un vieillissement, on a tendance à voter AfD, ce que je ne comprends pas du tout personnellement. Sans les travailleurs étrangers, la culture des fruits et des légumes est en danger de mort, car aucun Allemand ne veut faire ce travail. Et je le dis aux électeurs de l'AfD que je connais ici. Je leur dis que c'est un peu court de pester contre les étrangers et de penser que l'AfD leur offrira quelque chose de mieux. Car je suis sûr que l'AfD n'a pas de solution. Ils sont juste contre. Pour contrer cette montée en puissance, Heiko Terno peut s'imaginer voter pour le SPD au coude à coude avec le parti d'extrême droite dans les sondages. Voilà pour ces échos venus du Brandebourg, gouverné jusqu'à présent par une coalition SPD, CDU et Verts, avec un ministre-président social-démocrate à sa tête, Dietmar Woidke. Il est plutôt populaire, et il a fait un pari assez osé. Il a annoncé qu'il se retirerait du jeu politique si son parti ne finit pas premier devant l'AfD. Effectivement, c'est très serré. Les deux formations sont autour de 27-28% dans les derniers sondages. On vient d'expliquer, Stéphane, comment la politique nationale s'est emparée du sujet qui préoccupait le plus les électrices et les électeurs dans l'Est du pays, à savoir l'immigration. Mais du coup, inversement, est-ce qu'il faut s'attendre à des conséquences, des répercussions nationales à l'issue de cette triple séquence électorale en Saxe, Thuringe et Brandebourg ? Alors, ce ne sera pas direct. Il n'y a pas de lien direct cause à effet. C'est un scrutin régional d'abord avec des réalités sur le terrain. Et en même temps, on peut se poser cette question à juste titre. Pourquoi ces trois élections en Allemagne de l'Est, ils ont une telle répercussion au niveau national? Et effectivement, on peut penser que c'est des tendances, des dynamiques qui précède peut-être ce qu'on pourrait aussi constater au niveau national s'il y avait aujourd'hui des élections. C'est des débats qui visiblement agitent l'électorat bien au-delà de ces quelques régions en Allemagne de l'Est. Et donc la politique nationale est obligée de trouver des réponses, de formuler des réponses. Si c'est une catastrophe pour les SPD, les élections de dimanche prochain, je n'exclus pas que ça pourrait donner une dynamique où à la fin on se retrouve avec des élections anticipées au niveau fédéral. Ça ressemblerait à ce qui est arrivé à Gerhard Schröder à la fin de son mandat, quand le SPD avait perdu la Rhénanie du Nord-Westphalie, mais qui est en même temps la région la plus peuplée. Le Brandebourg, la Thuringe, c'est des régions le moins peuplées, donc qui comptent effectivement moins, mais souvent c'est plutôt les dynamiques qui se reflètent dans ces campagnes, qui ensuite ont un effet au niveau national. Oui, le Brandebourg, c'est seulement 2,5% de l'électorat total de l'Allemagne. Avant de revenir sur l'hypothèse d'élection anticipée, quand même, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on tire des conclusions communes à ces trois scrutins, alors qu'au fond, si on regarde bien, on part de situations locales très différentes. La Thuringe avait un ministre-président d'extrême gauche, la Saxe, c'est un bastion de la CDU, le Brandebourg du SPD,
Et pourtant, on ressort les mêmes explications, par exemple l'impopularité du gouvernement fédéral actuel. Peut-être le fait commun, c'est que dans les 3 cas, nous sommes devant une révolution du système de partis tel que nous l'avons connu depuis la réunification ou depuis l'après-guerre. Ce qui aurait été normal, glissement de terrain, il y a un des grands partis qui perd énormément, qui n'est plus au gouvernement et l'autre prend le relais. Or, ce n'est pas la réalité en Allemagne de l'Est, puisque depuis quelques temps déjà, ils sont obligés de gouverner ensemble, les grands partis, ou dans le cas du Brandebourg, même les 2 grands plus les Verts. Donc une grande coalition, tous les partis sauf les extrêmes. Et là, on est vraiment à un tournant. C'est les extrêmes qui ensemble seraient majoritaires, et où même tous les autres partis ensemble, ils auront du mal à trouver une quelconque majorité contre les extrêmes, même en jouant sur toutes les cartes des coalitions possibles. Alors on verra. Les tractations se poursuivent, on ne fait pas de politique fiction. En revanche, là, et ça c'est bien un fait, cette semaine on a eu une décision et une annonce bien réelle, fumée blanche chez les conservateurs dans la grande famille politique de la droite traditionnelle, c'est-à-dire la CDU et la CSU bavaroise ensemble, dit Union. Les grands chefs, qui étaient tous plus ambitieux les uns que les autres, se sont entendus sur le nom de leur prochain candidat. Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz macht's. Et vous venez d'entendre Markus Söder, le président de la Bavière, qui donc annonce que la question du candidat est tranchée en faveur de son ami et rival de la CDU, Friedrich Merz. Donc en gros, ça veut dire qu'ils sont prêts. Si on a des élections anticipées, Stéphane, ils vont partir rangés en ordre de bataille, et avec même une très belle avance dans les sondages. Union est presque à 35%. En gros, la chancellerie est à portée de main pour Friedrich Merz. Oui, Merz, il a joué un sans faute en interne. Il a réussi à s'imposer, alors qu'il y a 2 semaines encore, la semaine dernière encore, je n'aurais pas dit la même chose. Il a très bien réussi à s'imposer au sein de son CDU et même face au rival bavarois, Markus Söder, rival de toujours, qui, après le désistement de Wüst en Rhénanie du Nord, a dû accepter que voilà, c'est pas son tour et il a dû se ranger derrière Merz. Donc Merz, à qui on prêtait toujours un caractère un peu trop éruptif, avec parfois des réactions dans l'émotion, à chaud et pas très réfléchi, il a très bien joué son tour. Il a réussi à mettre une pression maximum sur Scholz et le gouvernement. Il les a amenés là où il voulait, qu'il devait concéder des décisions qui vont très loin sur l'accueil des réfugiés, tout en toujours pointant du doigt que ça n'est pas assez loin, et avec lui, c'est encore plus loin. En même temps, et derrière, ce qui est moins visible, il a fait un vrai travail en interne sur le programme, sur associer les troupes autour de ce programme. Et donc, on peut dire, oui, ils sont prêts. À voir ensuite si les Allemands seront convaincus de cette offre. Oui, donc il était grand temps qu'on dise quelques mots sur lui ici dans le podcast. Potentiel futur chancelier allemand. Oui, c'est très intéressant. Je crois qu'il a le même âge que Angela Merkel. Oui, il a 1 an de moins seulement, presque septuagénaire donc. On l'a connu dans les années 90. Il avait une première carrière comme jeune député de la CDU rhénane, qui était élu au Bundestag, qui était ensuite élu au Parlement européen et en quelque sorte avait une ascension fulgurante jusqu'à tomber plus fort que lui, sur Angela Merkel, qui lui avait pris la présidence du groupe au Bundestag et qui avait uni ça avec la présidence du parti pour être la chef incontestée. Et Merz, comme quelques autres de ces hommes de la CDU, avait dans son premier temps sous-estimé Angela Merkel. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, il a une hargne contre cette chancelière, des relations en tout cas pas apaisées. Oui, ça sera intéressant fin novembre, quand les mémoires d'Angela Merkel vont sortir, de lire ce qu'elle a écrit sur lui et sur cette période en particulier. En tout cas, Merz, lui, fait tout pour tourner la page des années Merkel. Une fois Merkel partie, il a fait tout pour revenir. Merkel a essayé de l'empêcher, mais il n'a pas pu. Il n'est plus tout à fait jeune et il n'a jamais exercé des fonctions au gouvernement, ni au niveau régional, ni au niveau national. Donc, à voir si ça lui sera reproché. Il n'a même pas été ministre. Il a fait, une fois qu'il a quitté la politique pour la première fois, une carrière dans la finance. Il est devenu très riche, très très riche. Il ne se rend pas tout à fait compte. Et il y a une partie de l'électorat qui trouve ça très bien, que c'est quelqu'un qui est indépendant, qui a gagné de l'argent, qui sait ce que c'est d'être riche.
Et une autre partie qui lui reproche justement ça, une fameuse boutade, c'est quand il avait dit lors d'une émission qu'il pensait qu'il était dans la couche moyenne avec son salaire, ses revenus au-delà d'1 million d'euros par an. Et il était étonné quand on lui a montré que ce n'était pas tout à fait le cas. Il se déplace en avion privé, donc tous ces éléments qui font qu'une partie de la population le trouve le représentant du nouveau riche, et puis une autre partie trouve que c'est très bien d'avoir cette offre-là en politique, quelqu'un qui a gagné sa vie et qui a prouvé qu'il était capable d'avoir du succès dans le privé. Rappelons quand même qu'il y a 4 ans, la CDU-CSU avait aussi beaucoup d'avance. Mais la campagne a été ruinée par les conflits de personnes. On va voir là si cette question est bel et bien tranchée, comme ils nous l'ont annoncé. Je vois quand même aussi un autre écueil sur la route de Friedrich Merz, Stéphane, c'est la tentation sécuritaire et identitaire, en se mettant dans la roue de l'extrême droite. On sait qu'en France, cette stratégie de copier le discours du FN, lancé sous Nicolas Sarkozy, n'a pas fonctionné pour la droite républicaine. Or, ces dernières semaines, Friedrich Merz, il est carrément sur ce terrain. Il se saisit de la question migratoire un peu à outrance, comme si c'était la cause de tous les problèmes en Allemagne, les hôpitaux surchargés, la baisse du niveau scolaire, les problèmes de logement, etc. etc. Schaut euch an, was das für Konsequenzen hat, wenn ein Land durch Migration überfordert wird. Merz sera-t-il capable de faire preuve du calme nécessaire, voire de la dignité nécessaire pour mener cette campagne électorale dans un contexte politique, Stéphane, qui sera, on le sait bien, dominé par le populisme et les émotions. Mais c'est effectivement là qu'il est attendu au tournant. Est-ce qu'il peut vraiment incarner, proposer une alternative entre le SPD, la coalition au pouvoir, et l'extrême droite? Pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est beaucoup de paroles, souvent très proches de ce que annonce l'extrême droite aussi. Il n'a pas froid aux yeux, il sait être populiste. La question, si derrière, ils arrivent à incarner, à proposer plus que ce que fait la coalition au gouvernement. Par exemple, une nouvelle impulsion au niveau européen pour réformer pour du bon le codex de Schengen, en gardant évidemment la liberté de mouvement, mais tout en associant cela à un contrôle renforcé d'immigration. Et ce qu'il aurait, et là il serait vraiment attendu au tournant, la force d'aller vers une législation sur l'immigration moderne et digne de ce nom pour l'Allemagne, qui permettrait, sous les conditions de Schengen, de l'Union européenne, de choisir un tout petit peu l'immigration qu'on souhaite et apporterait des solutions sur cette question, grande question des réfugiés qui, pour la plupart, ne reçoivent pas le statut de demandeur d'asile, mais ne sont pas directement renvoyés non plus, mais ils sont protégés pour un certain temps, et c'est là où il y a un flou et il y aurait moyen de faire de la politique, mais ça demande une volonté politique très forte et à voir si Merz il peut incarner ça. En tout cas, ces derniers jours, on a vu de très belles passes d'armes entre lui et Scholz au Bundestag. Merz a le mérite de faire sortir le chancelier de sa molle retenue habituelle. Est-ce que c'est un prélude à la campagne électorale? On verra bien, car au SPD, la question du futur candidat à la chancellerie est toujours ouverte. Pas sûr que certains aient vraiment envie de suivre Scholz une seconde fois. Merci beaucoup Stéphane Seindorf, directeur adjoint du DFI, d'avoir été au micro avec moi aujourd'hui. Et merci de vos écoutes fidèles, malgré l'irrégularité des épisodes. Abonnez-vous, c'est la meilleure façon de ne rien rater tant que nous cherchons un moyen d'assurer durablement notre financement. Le podcast avec un K revient dans un mois. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald.